C'est bon. Très bien. Alors, si j'ai bien noté, nous avons 4 participants, c'est ça? Plus que ça, non? Nous avons Sandrine, Juliette, Thomas, Séverine? Oui. Alors, Chantal, Juliette, Chantal que j'ai oublié. Sandrine, Séverine, Thomas. Et Thomas, Voilà. et vous-même. Et bien sûr. Voilà. Très bien. Eh bien, bienvenue. Alors, ce que je vous propose, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, dont le thème est reprendre le contrôle de son budget après une séparation ou un divorce, je vous propose de faire un tour de table virtuel, si j'ose dire. Et je vais commencer par me présenter. Alors, je me prénomme donc Salah Mamad. Je suis bien évidemment coach budgétaire depuis plus d'un an et demi chez Plénitude Finance, après une longue période de formation et d'intégration. Et j'ai une deuxième casquette, je suis consultant formateur en cabinet d'expertise comptable. C'est ma deuxième activité, ou du moins une de mes activités, voilà, mon activité principale est le coaching budgétaire, qui est une activité secondaire. Je vais vous céder la parole pour me dire un peu qui vous êtes, et puis également ce dont j'aurai besoin tout au long de cette masterclass, c'est bien évidemment votre participation au travers de vos témoignages qui restent très précieux pour nous et pour moi en particulier. Ça me permettra éventuellement de rebondir sur des sujets qui vous semblent importants pour vous, puisque j'ai conscience que la séparation, le moment de la séparation ou un divorce, la procédure de divorce, je ne sais pas où vous en êtes dans cela, mais c'est effectivement des sujets qui sont très sensibles, sur lesquels les émotions ressortent. Il y a également la question de la gestion budgétaire, parce que tout est bousculé en matière de dépenses. Et nous verrons plus tard, effectivement, je vous apporterai quelques conseils en la matière. Voilà. Qui veut bien démarrer cette petite présentation? Eh bien, je peux, ça va. Pardon. Allez-y. Bon, donc bonjour à tous. Alors moi, je suis Séverine, je suis coach budgétaire également. Et aujourd'hui, je participe à cette masterclass parce qu'elle m'intéresse énormément. J'ai effectivement des clients qui sont dans cette situation. Et comme moi, je ne connais pas personnellement cette situation, voilà, ce sujet m'intéresse pour pouvoir les guider au mieux, justement, suite à ce genre de situation. Voilà. Merci Séverine. Thomas, vous vouliez prendre la parole? Vous pouvez lever la main, il y a une fonction lever la main. Alors, oui, je m'appelle Thomas Mounier, bonjour à toutes et à tous. Je suis actuellement professeur des écoles en reconversion professionnelle et apprenti coach budgétaire, du coup, depuis bientôt un mois chez Plénitude Finance. Et quand j'ai vu le sujet de cette masterclass, ça m'a vraiment intéressé parce que je trouve que c'est une situation à laquelle il faut savoir se préparer et en tant que coach ou futur aspirant coach budgétaire, j'ai trouvé ça très intéressant de me former là-dessus. Voilà. Bonjour. Très bien, merci. Bonjour, je suis Sandrine. Alors moi, je suis actuellement agent immobilier en reconversion et j'espère que je vais sauter le pas un jour de devenir coach budgétaire. En tout cas, le sujet m'interpelle beaucoup parce que dans le cadre de mon métier actuel, il y a aussi des gens qui se séparent. Et la question de l'argent, de leur budget est assez centrale. Et donc, le sujet m'intéressait particulièrement. Voilà. Très bien. Sandrine, merci. Il nous reste Juliette, Chantal. J'y vais si vous voulez. Alors, je m'appelle Juliette, je suis infirmière, formatrice en entretien motivationnel et moi je suis venue parce que vraiment je suis dans le cadre de la séparation, d'une séparation particulièrement complexe et avec effectivement un impact sur le budget qui est absolument pas négligeable.
Je ne sais pas jusqu'à quel point ça vous intéresse de savoir ce qui s'est passé pour moi exactement et quel impact ça peut avoir. Ce que je vous propose, Juliette, vous aurez l'occasion d'intervenir tout au long de cette masterclass si vous le souhaitez. On fait un bref tour de table et ensuite Donc, ça suffit. vous prendrez effectivement la parole si besoin et vous nous direz voilà, quelle est votre situation précise. D'accord? Ok, ça marche. Vous avez Et Chantal du coup, il nous reste Chantal. et Miss Gloria. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Donc moi je suis Chantal Zena, donc je suis au chômage, en recherche d'emploi, en tâches administratives. J'ai 2 enfants, jeunes encore, et en fait je suis divorcée depuis 3 ans. Et donc je fais de par ma situation au chômage et des deux enfants, donc je suis un peu restreint, donc ça m'intéresse, restreint financièrement, et donc je m'intéresse. Voilà, c'est pour ça que je me suis inscrite. Très bien. Merci Chantal. Alors, on va commencer cette masterclass justement avec le thème Il reste d'autres personnes voilà. Comment? Là, il y a d'autres personnes qui voulaient il y a d'autres Ah, personnes très qui n'ont bien, pas. pardon. Donc, il y a Miss Gloria et Chantal. Chantal a parlé, j'en ai, Oui. il reste une nouvelle personne qui vient d'arriver, je ne sais pas comment elle s'appelle. Bonjour. Oui, Bonjour. bonjour. Donc moi, j'ai souhaité m'inscrire parce que j'ai des personnes très proches qui sont concernées par le sujet. Donc au-delà d'un soutien moral, je voulais avoir un peu plus de connaissances sur ces questions-là qui sont très impactantes. Voilà. Très bien. Alors, qui êtes-vous? Vous pouvez me rappeler votre prénom, s'il vous plaît? Prénom, oui. Oui, moi c'est Natacha. Natacha. Bienvenue. Très bien. Et il reste une dernière personne, c'est SCM Taouré. Je ne sais pas quel est le prénom de la personne. Bonjour, oui, je suis au boulot. Moi, c'est Jeanne. Jeanne, oui. D'accord. Jeanne. Vous y êtes déjà venue, Jeanne, je crois. Jeanne, Ouais, je suis déjà venue. Oui, Et elle sinon, a la dernière visite. C'est assez classe. je suis pas concernée par la thématique à titre personnel, mais j'ai adoré vos masterclass précédentes et du coup, je me dis que j'ai toujours des choses à apprendre. Et par contre, Très bien. finalement, je suis sage-femme, donc des situations qui peuvent être compliquées pour mes patientes dans ces situations-là, j'en ai. Et du coup, ça peut, voilà, je pense que je peux apprendre des choses intéressantes. Bon. On a fait le tour, je crois. Eh ben, je pense tout le monde est passé pour ce tour de table. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous partager et présenter le support, je dirais, de formation, mais il ne faut pas que ce soit uniquement de l'information descendante, hein. N'hésitez pas à intervenir, à réagir, à témoigner. C'est un sujet relativement sensible auquel, effectivement, on peut, à un moment ou à un autre, être concerné ou des proches qui sont concernés par la séparation et le divorce. Du coup, séparation. Alors, est-ce que vous voyez bien mon support? Tout le monde le voit? C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Séparation, divorce, 3 petits points. Et maintenant. Alors, le thème, reprendre le contrôle de son budget après une séparation ou un divorce. Alors, on va d'abord parler effectivement de choses taboues quand on est en couple. C'est effectivement la question du budget. Alors, derrière le simple fait de gérer l'argent à deux, effectivement, des tabous restent bien ancrés, bien plus profonds. Alors, on se pose la question de qui paye quoi, hein? Est-ce que cela reflète une différence dans la prise de décision? Si l'on se sépare, qui garde quoi? Donc, il faut effectivement aussi penser, ce que je veux dire, à moyen et long terme, à acheter une maison ensemble ou un patrimoine immobilier ensemble. Est-ce que c'est engageant, hein, sur le plan, effectivement, sur le plan financier, sur le plan juridique, au-delà du simple mariage? Donc, c'est des questions qui sont essentielles et auxquelles on doit se poser, hein, même quand on est en couple. D'accord? On va aborder effectivement la question centrale de la séparation-divorce, qui est une réalité
auxquels il faut bien évidemment se confronter. D'accord? Alors, ça, vous le savez, vous en avez conscience, c'est un choc émotionnel. Le divorce est un événement stressant de la vie. Et c'est un des événements les plus stressants, puisqu'on a peur de l'avenir, on a une forme d'anxiété, on a bien évidemment de la tristesse, hein, et même parfois de la colère, voire souvent. Alors, ce que vous ressentez et ce que vous pouvez changer. Effectivement, il y a des changements à opérer, bien évidemment, puisque il va falloir se confronter effectivement au présent et à l'avenir. Donc, pour pouvoir effectivement avancer dans le changement, il va falloir s'attaquer aux incertitudes, au stress, aux peurs de manquer. D'accord? Il va falloir construire ce qu'on appelle un plan d'action qui soit clair, hein, de manière à ce qu'on soit dans une démarche sereine, dans une démarche qui soit maîtrisée. D'accord? Il faut que ce soit clair dans votre esprit. Il faut que vous soyez plutôt dans une forme d'apaisement aussi, de sérénité. Et il faut effectivement mettre en place des actions de manière à ce que les charges exceptionnelles, je devrais dire, doivent être anticipées. Alors, au niveau du mindset, il est important de reconnaître ces sentiments et de les accepter comme une partie naturelle du processus de séparation. Ça, c'est une première chose. Il faut prendre le temps chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut vous aider à maintenir une perspective positive et à réduire votre stress. Essayez autant que se peut de visualiser un avenir positif. D'accord? Un avenir positif pour vous, mais aussi pour vos enfants, si vous en avez. Concentrez-vous sur les possibilités et les nouvelles opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous, hein, pendant ou après le mariage ou après le divorce, autant pour moi. OK? Donc, ce sont des éléments importants sur lesquels, effectivement, il ne faut pas voir que les aspects négatifs, mais il faut autant que se peut se reconstruire ou tenter, essayer de se reconstruire. D'accord? L'impact financier est aussi important. Alors, il faut savoir que 76% des personnes séparées ont constaté ou constatent une baisse de leur niveau de vie après la rupture. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur ces statistiques. Tu veux prendre la parole? Alors moi, je dirais, j'ai un cas une vente actuellement, des gens effectivement qui divorcent. Oui. Et donc, on revend l'appartement ou la maison. Et effectivement, en termes de budget, c'est très compliqué parce que on doit racheter la part de l'autre. On se retrouve avec un logement qu'on occupait à deux avec les enfants. Et là, on doit retrouver 2 logements séparés. Donc, effectivement, sur le budget, sur la dépense en termes de logement, on a un vrai impact. Donc, oui, la séparation, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les finances. Exactement. Et le vous l'avez cadre très de bien vie non résumé. plus. Parce qu'on doit réduire, on passe d'une maison à 2 appartements. Et voilà, on doit viser plus petit et les coûts sont plus importants aussi pour la même échelle. Hein. Donc c'est difficile en termes de budget. Eh bien, très bien. Vous avez très bien résumé effectivement la situation d'un couple séparé, voire divorcé. Ce sont des contraintes, ce sont des dépenses supplémentaires auxquelles nous n'avons pas anticipé. Et c'est très important de pouvoir se projeter, d'anticiper et aussi de poser les choses sur un papier, sur un outil, que ce soit un outil de gestion budgétaire. D'accord? Et la question effectivement du patrimoine reste aussi un point essentiel pour pouvoir avancer et reconstruire effectivement, trouver un nouvel appartement, pouvoir également assurer les charges à venir. Donc, ce sont des situations qui sont à la fois nouvelles et qui peuvent créer des frustrations, qui peuvent créer un sentiment aussi d'anxiété. Alors, vous l'avez dit, il y a des conséquences financières et budgétaires lors d'une séparation-divorce. Hein. Et effectivement, il y a des dépenses nouvelles, les frais de déménagement,
l'achat d'ameublement, de meubles, un nouveau loyer pour l'une ou l'autre des ex. Il y a effectivement la garde des enfants, hein, le transport d'enfants, donc tout l'éducation, tout ce qui touche à l'éducation des enfants, les frais d'avocat, les honoraires d'avocat qui peuvent être conséquents. Hein, tout dépend effectivement du type de procédure qui est mise en place et le versement de la pension alimentaire ou du moins une provision de pension alimentaire si celle-ci n'a pas été fixée de manière amiable entre les parties ou par le juge aux affaires familiales. Donc, c'est effectivement des nouvelles dépenses qui peuvent impacter votre budget. D'accord ? Alors, les 3 erreurs qui sont à éviter, c'est repousser les décisions financières. Ça, c'est effectivement un premier point. Il faut adapter son train de vie. Donc, ne pas adapter son train de vie, c'est une erreur également, et négliger ses droits et aides disponibles. Alors, je parlais d'aide publique, mais il existe effectivement des aides publiques, notamment la CAF, et on y reviendra là-dessus. C'est important de connaître effectivement ses droits, et c'est important de solliciter effectivement la CAF et d'autres partenaires. D'accord ? Objectif, un budget stable et sécurisé. Alors, c'est important finalement de déconstruire son budget et de rééquilibrer ses revenus et dépenses, de manière à repartir sur des bases qui soient saines. Et bien évidemment, l'anticipation vous permettra déjà de ne pas faire certaines erreurs et surtout de pouvoir avoir un budget qui soit maîtrisé. D'accord ? Donc, anticiper pour ne plus subir. Étape 1, faire le point sur sa situation, c'est effectivement très, très important. Hein. Il va falloir effectivement mettre en place un nouveau budget, identifier ses revenus courants, ses revenus exceptionnels, également positionner, noter ses dépenses nouvelles, alors, ou ses dépenses effectivement suite à une renégociation des contrats, puisque bien évidemment, vous avez la possibilité de renégocier vos contrats du fait de la séparation ou d'un divorce. Et puis, qu'en est-il, quid des dettes ? Qu'en est-il des dettes effectivement communes ? Mais on le verra comment sont traitées les dettes. Les obligations effectivement de chacun, de manière à apporter une vision claire. Ça, c'est votre première victoire. C'est hyper important. D'accord ? Étape numéro 2, prioriser et ajuster. Alors, effectivement, il va falloir faire des arbitrages, il va falloir prioriser, il va falloir ajuster à un moment ou à un autre pour ne pas retrouver en difficulté financière, en difficulté budgétaire. Donc, il va falloir effectivement arbitrer selon vos besoins essentiels par rapport à vos envies, par rapport à vos dépenses plaisir. Peut-être qu'auparavant, vous étiez… vous aviez l'habitude de vous faire plaisir, de manger assez régulièrement au restaurant, d'aller consommer dans les bars, dans les brasseries, d'avoir des dépenses qui étaient finalement, qui pouvaient effectivement rentrer dans le budget commun, mais qui ne le sera plus du fait que vous soyez seul par rapport à votre situation financière. Il va falloir construire un nouveau plan budgétaire. Ça, c'est important. Il va falloir être clair là-dessus. Et nous sommes là également chez Plénic Finance pour vous y aider et vous apporter effectivement une forme de sérénité à redéfinir votre budget. Il va falloir bien évidemment mettre à plat tous les contrats que vous aviez eus et que vous auriez également dans l'avenir, renégocier vos contrats, les adapter par rapport à votre situation personnelle et optimiser bien évidemment vos dépenses. N'hésitez pas à réagir ou à intervenir si vous avez un témoignage ou des questions d'ailleurs à poser. Ça me ferait agréablement plaisir également. Évaluez votre situation financière. Alors bien évidemment, pour ne pas subir financièrement une séparation, il est important de maîtriser ses comptes. Il est important d'avoir une bonne vision de ses comptes. D'accord ? Les premiers réflexes doivent être de prévenir votre banquier et avoir une vision claire des nouvelles dépenses, de vos rentrées d'argent et des aides potentielles. On le verra ensuite, un peu plus tard, au sujet des aides potentielles. Il est important également d'informer, comme je vous le disais, votre banquier, de dire que vous êtes effectivement dans une période de séparation, de divorce, pour pouvoir éventuellement
ce que je veux dire, réadapter les échéances, bloquer éventuellement les prélèvements. Hein, si vous êtes dans une situation difficile, il va falloir également prévenir votre compagnie d'assurance, puisque les contrats peuvent être modifiés du fait que l'un ou l'autre des parties ait quitté le domicile commun. Donc, il va falloir réadapter les contrats. D'accord ? Et bien évidemment, vos rentrées d'argent. Alors, si vous avez des revenus courants, ce que je veux dire, bon, il n'y a pas de changement là-dessus, mais si effectivement vous avez des aides de la CAF du fait que vous ayez des enfants, il va falloir peut-être prévenir la CAF, réajuster effectivement les ressources que vous aviez par le passé, celles que vous potentiellement vous auriez. Également, on parlait de la question de la pension alimentaire. Mettre en place toutes les actions, tous les dispositifs relatifs au versement de la pension alimentaire. Et puis, bien évidemment, prévenir la CAF sur votre situation personnelle, votre situation familiale, de manière à mobiliser les aides possibles. Et également, chose qu'on oublie assez souvent, c'est de prévenir l'administration fiscale, puisque votre taux d'imposition potentiellement pourrait changer. D'accord ? Établir, donc faire un état des charges que vous devez assurer, les charges fixes récurrentes, bien évidemment, un nouveau loyer, si c'est le cas, réadapter effectivement les frais de nourriture, frais d'alimentation, renégocier les contrats d'assurance à la hausse ou à la baisse, également avoir, ce que je veux dire, être clair par rapport aux dépenses d'énergie, potentielles du fait d'un nouveau logement, du fait effectivement d'une moindre consommation dans le bien commun. Opter pour les prélèvements automatiques, alors ça devrait être effectivement systématique, je devrais dire. Donc, opter pour les prélèvements automatiques mensuels afin de maîtriser son budget. Je ne sais pas si vous le faites, si c'est une démarche qui est automatique pour vous. En tout cas, nous, c'est ce que l'on préconise chez Plénitude Finance, c'est de mettre en place systématiquement des prélèvements automatiques. Et bien évidemment, vous avez des charges occasionnelles, au-delà des charges fixes, les charges occasionnelles. Ça peut être effectivement l'entretien d'une voiture. Votre ex, effectivement, vous autorise à utiliser le véhicule commun et du coup, ça peut occasionner des dépenses à votre charge. L'équipement de la maison et bien évidemment toutes les sorties et les vacances qui sont à prévoir pour les enfants. Anticiper pour une gestion encore plus optimale de votre budget. Ça, c'est hyper important, d'où l'anticipation dans votre gestion budgétaire. L'évaluation de vos charges récurrentes et occasionnelles vous donne une idée précise de vos postes de dépenses et du budget mensuel dont vous devez disposer. Donc, vous devez être clair dans votre esprit sur l'ensemble, effectivement, de vos dépenses. Vos revenus, vous les connaissez plus ou moins. S'il s'agit de revenus salariés, c'est plus difficile quand on est indépendant. Mais par contre, si effectivement vous avez d'autres revenus type prestations, il va falloir effectivement que vous organisiez le budget en conséquence compte tenu de votre situation ou de votre changement dans votre situation personnelle. D'accord ? Il existe des solutions, bien évidemment, et heureusement, d'ailleurs, les solutions sont à votre portée. Les aides et allocations, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la CAF peut vous verser une prestation, ce qu'on appelle une allocation, pour élever un enfant. Son montant, alors, je vous donne le montant en 2024, alors je ne sais pas s'il a évolué en 2025. Son montant était porté à 195,86 € par enfant à charge. Il n'y a pas de condition de ressources. Donc ça, c'est important de le savoir. Bien évidemment, il faut respecter certains critères. Je vous invite à aller sur le site de la CAF pour voir effectivement tous les critères sur lesquels vous devez être attentif. Et ça peut être effectivement une aide intéressante. D'accord ? Faire une révision du logement, des charges de logement et d'autres charges. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous disais que c'est important de renégocier vos contrats quand c'est utile, notamment les contrats d'assurance, les abonnements téléphone, abonnements Internet,
abonnement d'électricité, enfin tous les abonnements possibles, de manière à gagner du pouvoir d'achat et à vous adapter à votre nouvelle situation, mettre en place des stratégies pour rebondir financièrement, d'accord, également. Et ça, on peut. On a une question, Laura, Sarah, pardon. Comment? On a une question de Alors, Jeanne. je suis désolé, je ne vois pas. Oui, c'est pour ça que je me permets de vous couper. Il y a une Oui. question de Jeanne. C'est Jeanne, oui. Une question ou une Sur la diapo précédente, Oui, vous parlez d'anticiper celle juste avant. celle juste avant, très bien. Voilà, encore avant, en fait. Très bien. Voilà, celle-là. Les charges occasionnelles, entretien de la voiture, équipement de la maison, vacances. J'ai du mal à arriver à évaluer ça. Comment moi, je suis pas dans une situation de divorce, mais je suis dans une situation de serrage de ceinture nécessaire. Et donc, j'ai commencé à retravailler tout ça. Mais je trouve que les charges occasionnelles, c'est très difficile à évaluer. Quel repère on peut avoir là-dessus Alors, nous verrons. Alors, je prends en compte votre question. Je ne vais pas y répondre sur le moment présent, mais je note votre question et effectivement, on verra ce que je veux dire, les actions potentielles par rapport effectivement à comment on évalue des charges occasionnelles qui peuvent parfois être difficiles, notamment sur les vacances. Mais les vacances se prévoient, donc c'est aussi de l'anticipation. Je devrais dire l'entretien de la voiture quand vous avez ce qu'on appelle des entretiens courants, quand il faut changer, remplacer l'huile, tous les filtres, etc. Ça, vous pouvez effectivement construire ce qu'on appelle un calendrier de programmation de l'entretien et du coup, on peut avoir une petite idée au regard effectivement des dépenses qui ont été faites par le passé sur les entretiens de la voiture. Vous voyez tout cela, mais je reviendrai sur votre question un peu plus tard, si vous me permettez. On a une question de Juliette également. Comment? On a une question de Juliette. Ah, très bien. Oui, c'était sur la diapo suivante. Très bien. Vous parlez des aides et allocations et je tiens à préciser tout de même que cette allocation, elle vient en complément éventuellement de la pension alimentaire. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est donné comme ça. S'il y a une pension alimentaire qui a été évaluée à 130 €, eh bien, la CAF ne versera que les 55,86 € supplémentaires. Mais en tout, allocation plus pension alimentaire, ça fera 195,86 € au maximum, à moins que l'ex ait été condamné à verser une pension alimentaire supérieure, auquel cas la CAF ne donnera rien. Juliette, merci de cette précision. Et vous avez tout à fait raison. Alors, je reste effectivement plutôt sur du générique. Effectivement, après, cette aide de la CAF doit être adaptée, bien évidemment, au regard du niveau de la pension alimentaire qui est versée et quid par rapport aux ressources, effectivement, de l'un ou l'autre des parties. D'accord? Donc, tout est effectivement, ce que je veux dire, c'est effectivement le montant de base. Après, il y a une évaluation qui est faite au cas par cas. Mais je ne vais pas rentrer non plus dans le détail. Moi, je vous invite derrière cela, effectivement, à aller sur le site de la CAF pour avoir toutes les informations qui s'y rattachent. Mais vous avez bien raison, d'ailleurs, Juliette, de préciser ce point-là. Cette aide n'est pas fixe en plus de la pension alimentaire, ce que je devrais dire. Elle est effectivement ajustée au regard du montant de la pension qui sera versée. Pas d'autres questions ? Vous m'entendez? Oui. Alors, vous me permettez que je poursuive, du coup? Alors, il est important de comprendre les droits et les obligations de chacun. En cas de divorce par consentement mutuel ou devant un juge aux affaires familiales, les droits et les obligations changent. Ainsi, vous êtes dispensé de la solidarité des dettes dues. Alors, ne prenez pas cette information comme argent comptant. Tout dépend effectivement où vous en êtes dans la procédure, bien évidemment. D'accord? Alors, cependant, vous pouvez devoir verser une prestation compensatoire et une pension ou une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'un enfant. Alors, le montant de la pension alimentaire par enfant, je crois qu'elle est de mémoire, elle est de 104, oui, c'est 195 €, c'est ça?
Non, c'est complètement dépendant du jugement. Là, c'est le juge qui décide le montant de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire. La prestation compensatoire, elle est basée sur la disparité de salaire à venir prévisible en fait. Donc, s'il y a une grosse disparité de salaire ou Oui. une grosse disparité dans les perspectives de carrière, on va Oui. pouvoir proposer une prestation compensatoire qui se verse actuellement pas au-delà de 8 ans. Ça peut être un montant fixe qui est fourni au moment de l'ordonnance du jugement, ou ça peut Oui. être un montant mensuel et ça n'excédera pas 8 ans. Pour ce qui est de la pension alimentaire, il s'agit d'une pension qui est versée pour les enfants. Et là, c'est en fonction des revenus du parent qui n'a pas la garde de l'enfant et dont les revenus sont suffisants pour qu'il puisse s'acquitter de cette pension alimentaire. Mais si, par exemple, c'est moi qui ai le plus gros revenu et que j'ai la garde des enfants, eh bien, mon conjoint peut être dispensé de me verser une pension alimentaire, même si j'ai la garde des enfants. Donc, la pension alimentaire, c'est uniquement le parent qui n'a pas la garde qui le versera si celui qui a la garde a un niveau de revenu inférieur. De revenu. Et ça sera complètement aléatoire. On ne peut absolument pas prévoir ce qu'un juge va statuer. Il y a des méthodes de calcul assez originales selon les juges, mais on ne peut pas le présager sans avoir le jugement, en fait. Exactement. Et c'est le juge aux affaires familiales qui décide du montant de la pension alimentaire. Alors, je ne parle pas de la prestation compensatoire, je vais plutôt m'intéresser à la pension alimentaire. Le montant reste variable et c'est effectivement le juge, comme vous l'avez dit, aux affaires familiales qui va le déterminer en fonction des revenus de l'un et de l'autre. En cas de décès, l'ex-époux ou épouse peut percevoir ce qu'on appelle une pension de reversion. D'accord ? Cette pension varie en fonction du régime de retraite, sous condition d'âge, de ressources et du nombre d'années de mariage. Donc, vous pouvez également percevoir une pension de reversion en fonction, effectivement, de certains critères. Il faut faire la demande auprès d'une caisse de retraite, du régime de retraite, de la dernière activité professionnelle du défunt. Alors, rien ne vaut la communication, et la communication est essentielle, hein. Autant que se peut, donc communiquer avec son ex-conjoint, c'est important. Enfin, et du moins, il faut tout faire pour maintenir une communication, même si c'est parfois difficile. La communication est essentielle pour gérer effectivement certaines obligations communes et transmettre les informations utiles à son ex-conjoint, notamment quand on a une garde alternée des enfants. Il faut quand même autant que se peut communiquer, même si la communication peut être parfois difficile, mais essayer de garder le lien quand même. Rembourser les crédits en commun, s'il y en a, éventuellement mettre en place une procédure de rachat de la part, racheter la part du logement pour l'ex-conjoint, clôturer et maintenir un compte joint, et éventuellement clôturer les comptes d'épargne, d'accord, s'il y en a. Anticiper le partage des biens entre les époux. Les règles dépendent effectivement de votre régime matrimonial. Vous avez plusieurs régimes matrimoniaux. Vous avez le régime de la communauté réduite aux acquis, régime de la séparation de biens, régime de la communauté universelle et de la participation aux acquis. Alors, je voulais voir auprès de vous dans quel régime vous vous situez justement. En ce qui me concerne, j'ai été mariée et sous le régime de la séparation de biens, le divorce s'était très bien passé. Oui. Et là, je suis séparée de mon second conjoint avec qui nous étions simplement communauté de vie. Il n'y avait pas de régime particulier. Oui. Le juge aux affaires familiales a été saisi uniquement pour statuer par rapport à la garde de l'enfant et à la pension alimentaire. Mais il n'avait pas été question du coup de partage de biens entre nous. Puisque, de la liquidation. Oui. Ben c'est ça. En l'occurrence, il n'y avait pas de mariage, donc pas de régime matrimonial. Oui, très bien. Le régime de la séparation de biens, c'est le plus clair, le plus facile pour passer devant le juge aux affaires familiales. C'est vraiment très, très simple puisque tout a déjà été statué dans l'acte notarié. Donc, c'est très facile. Exactement, dans la convention. Ok, très bien. D'autres interventions?
sur la question du régime matrimonial? Non? Selon l'un ou l'autre de ces régimes, tous les biens acquis avant ou pendant le mariage seront partagés et répartis en deux, hein. Il s'agit effectivement du régime de la communauté réduite aux acquêts. D'accord? Hein, tout est divisé en deux. Effectivement, dès lors qu'on a du mobilier, un patrimoine immobilier. D'accord? Anticiper les répercussions fiscales, bien évidemment. Il y a un impact fiscal. Un rachat de la part par l'un des époux entraîne des droits de partage à hauteur de 1,1% de la valeur du bien à régler aux impôts. Il y a une fiscalité qui, effectivement, auquel vous êtes redevable sur le montant, effectivement, du rachat de part de l'un ou l'autre des époux. D'accord? Alors, ce taux est 1,1%. Il faut vérifier si c'est toujours d'actualité, puisque vous savez qu'en matière fiscale, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de règles ou de nouvelles règles. La vente d'un bien peut également générer une taxation sur les plus-values immobilières, bien évidemment, dès lors que vous avez un patrimoine, vous avez une résidence, des résidences secondaires. On ne parle pas effectivement de la résidence principale du couple. La personne est tenue au paiement d'une pension alimentaire ou compensatoire. La pension complément compensatoire, elle peut être effectivement déductible du revenu imposable. C'est aussi un élément à prendre en compte au moment de sa déclaration de revenus. Inversement, le bénéficiaire de ces pensions doit déclarer toutes les ressources et du coup intégrer la pension alimentaire, le montant de la pension qui lui est versée dans sa déclaration de revenus. La garde des enfants après un divorce affecte aussi les avantages fiscaux liés au coefficient familial et au montant des allocations. Bien évidemment, c'est la raison pour laquelle il va falloir vous rapprocher de la CAF pour qu'il y ait une réétude de votre dossier au regard de votre situation actuelle ou future. Que devient le capital commun sur les placements si vous avez des livrets d'épargne, les placements bancaires, l'assurance vie? Alors, dans un régime de séparation des biens ou un PACS, dans lequel les partenaires ont adopté le régime légal de la séparation de biens, un placement propre reste personnel. Alors, c'est ce que vous disiez, je crois, Juliette, sur le régime de la séparation de biens. Il n'y a aucune difficulté particulière parce que tout a été effectivement défini et convenu dans une convention. C'est ça, en fait, dans la séparation de biens, même l'acquisition d'un bien immobilier se fait de toute façon avec des parts qui sont spécifiquement notifiées puisque le partage ne sera pas aussi évident. Donc, si c'est 50-50, c'est écrit au terme du contrat. Si c'est 60-40, c'est aussi écrit au terme du contrat. Donc, on n'a plus à s'embêter. Et en effet, chacun est propriétaire. La seule chose qu'on a eu à liquider avec mon ex-mari, ça a été le compte joint. Qu'on a soldé et fermé ensemble, mais sinon les comptes personnels ne sont pas à évaluer ou à partager, donc on simplifie vraiment la démarche avec ça. C'est pour moi la meilleure façon de se marier, c'est le régime de la séparation de biens. Séparation de biens. Oui, c'est le plus confortable pour tout le monde, vraiment. Bon, c'est le conseil que vous nous donnez, c'est ça? Là, oui. De biens, et d'ailleurs, comment? Oui, tout à fait. Alors, la communauté totale, ça ne se fait plus du tout. Il n'y a plus de notaire qui le fasse actuellement. La communauté réduite aux acquêts, ça pose un problème dès lors que tout ce que vous achetez ensemble est en effet partagé par moitié, mais on va se poser la question, par exemple, d'une maison qui va être construite sur le terrain, si c'était la famille de madame qui était propriétaire du terrain, mais la maison, elle a été construite ensemble, et voilà, et donc, communauté réduite aux acquêts, ça veut dire quoi dans la mesure où la maison, en fait, elle a été construite sur un terrain qui appartenait déjà à quelqu'un. Donc, ça veut dire que normalement, si c'était la famille de madame qui était propriétaire, c'est madame qui récupère la totalité de la maison. Et là, on va partir dans des batailles juridiques pour prouver qui avait payé les travaux, ça devient très compliqué. Donc, en effet, moi, si on me demande ce qui est préférable en termes de mariage, c'est clairement la séparation de biens. C'est ce qu'il y a de plus fiable et de plus juste, en fait. Effectivement, toute la question de l'évaluation du patrimoine peut être effectivement un point
un point, ce que je veux dire, sur lequel les ex-époux peuvent être ne peuvent pas être d'accord et du coup, ça oblige à des procédures plus ou moins longues. Je suis complètement d'accord là-dessus. Sous le régime de la communauté, vous On a vouliez une question intervenir, de Sandrine, oui, Sandrine, je crois. notre agent immobilier? Sandrine, vous m'entendez? Ah non, non, je mettais juste un pouce. Parce que Ah c'était bon, très d'accord, c'est pour intéressant, dire oui, cette pardon, j'avais échange, compris. mais j'avais pas de questions Oui, particulières. On va désolé. essayer d'avancer parce que je vois en même temps l'heure tourner. Ouais. Donc, sous le régime de la communauté légale ou universelle, à moins d'une demande spécifique auprès du notaire, les contrats souscrits appartiennent bien évidemment à la communauté et cela, même si le contrat est souscrit à votre seul nom. En fait, tout appartient à la communauté. Effectivement, dans ce régime-là, le capital est alors par défaut divisé à part égale. Autrement, vous devrez procéder à un décompte pour déterminer qui a financé le contrat au moyen de fonds propres et à quelle hauteur. C'est ce que vous disiez un petit peu sur la question du terrain et de la construction. Effectivement, on peut aller dans une bataille juridique pour l'évaluation de qui a participé et à quelle hauteur. C'est ce que vous disiez, Juliette, tout à l'heure. C'est ça. Exactement, c'est exactement ce qui est indiqué là. Ouais. Alors, il faut savoir que lors d'un divorce, vous restez enfin pour certains placements co-souscripteurs. C'est important de le savoir. Cela nécessite les 2 signatures pour chaque opération. La dissolution, le rachat de parts de votre conjoint peut alors être une solution. D'accord ? Une dernière option se pose à vous, celle de maintenir le contrat au profit d'un des époux. C'est possible de le faire. Hein. Mais voilà, faites attention quand vous signez, ce que je veux dire, vous ouvrez des contrats d'épargne, des livrets d'épargne, vous êtes effectivement co-souscripteur. Et du coup, la signature des 2 est obligatoire, dès lors qu'il y a une opération en cours ou à venir. Présentation, alors, je ne vais pas rentrer sur la présentation de la liquidation communauté et rachat de soult, parce que du coup, on risque de passer beaucoup de temps sur le sujet. Ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus loin. Alors, voilà, sachez-le, effectivement, nous avons en interne chez Plénitude Finance, nous avons un coach budgétaire qui est spécialiste du crédit. Il est spécialiste effectivement de la question, de toutes les questions relatives à la restructuration de prêts. Alors, pour la recherche de solutions de financement, rachat de soult, planification de budget après une séparation. Donc, il a vraiment la compétence pour vous accompagner et trouver des solutions avec les partenaires bancaires. D'accord ? Il s'appelle Louis. Et si vous êtes intéressé, je pourrais éventuellement vous mettre en contact avec lui. D'accord ? Également, pour terminer, vous n'êtes pas seul. Hein, un accompagnement, vous avez effectivement la chance aujourd'hui d'avoir des coachs, des experts budgétaires qui peuvent vous accompagner à mettre à plat l'ensemble de vos dépenses et de vos ressources et construire avec vous un budget qui soit un budget équilibré, qui prenne en compte effectivement toutes les dépenses qui peuvent être exceptionnelles, anticiper les dépenses à venir, au travers effectivement d'un outil que nous avons développé, qui a été développé au sein de Plénitude Finance. Et je me permettrai 2-3 minutes de vous le présenter, de vous le partager. Donc, il y a un accompagnement pour reconstruire votre stabilité financière et bien évidemment mettre en place des stratégies sur mesure, apporter des conseils concrets et définir un plan d'action qui soit immédiat. D'accord ? Prêt à reprendre votre budget en main, un plan clair, des outils efficaces, une nouvelle dynamique. Vous avez également mes coordonnées mail. Je vous invite éventuellement à les noter. Hein. Je crois que Cédric, vous transmettrez également, vous partagerez mes coordonnées, c'est ça ? Ce sera vous qui enverrez avec la vidéo, le lien de la vidéo du replay à l'ensemble des participants. Merci de votre attention. Je tenais à vous rappeler, merci en tout cas de votre présence. Je voulais quand même revenir aux questions que vous m'avez posées, qui ont été posées lors de votre inscription. Et je vous apporte également mes propositions de réponse. Alors, je crois nous avons Christine. Alors, Christine qui n'est pas avec nous d'ailleurs aujourd'hui. C'est là, Christine, je crois. Christine. Comment ? Christine, oui, elle est présente. Ah, elle est présente. Alors, je ne l'ai pas noté. Pardon, Christine. Je ne vous avais pas noté sur la liste. Okay. Christine, vous m'aviez posé la question, avez-vous des outils pour gérer son budget mensuel et annuel ? Alors, je voudrais quand même vous poser la question, est-ce que vous utilisez un outil aujourd'hui pour cela, pour gérer votre budget ? Et lequel ?
Non, pas vraiment, elle répond. Pas vraiment. Alors, pour répondre à la question, bien évidemment, il existe des outils. Vous en avez pléthore sur Internet. Vous avez Excel, vous avez la matrice Excel que vous pouvez utiliser. Mais c'est vrai que chez nous, nous avons un outil en interne, qui a été développé en interne, qui est l'outil de gestion budgétaire Planète Finance, et que je vous recommande bien évidemment de l'utiliser. Puisqu'il est, il est plus que complet. Il va au-delà effectivement d'une simple matrice Excel ou d'un simple outil de gestion budgétaire que vous trouverez sur Internet et qui peut être gratuit, bien évidemment. Christine, qui m'a également posé la question, comment gérer au mieux les pôles de dépenses obligatoires qu'il n'est pas possible de mensualiser, qui risquent d'augmenter au fil des années avec la hausse des prix généralisés. Et je crois que ça rejoint un petit peu la question que vous m'aviez posée, il me semble. C'était qui? C'était Juliette. Hein. Je pense que c'était la mienne, peut-être, sur les dépenses type voiture ou trucs comme ça. Exactement. Alors, Christine m'avait posé cette question également. Vous êtes deux. Alors, voici mon plan d'action. Je vous propose effectivement les différentes étapes. La première des choses, c'est d'identifier effectivement les dépenses, d'accord, qui sont non mensualisées, notamment tout ce qui est la taxe foncière, les frais de scolarité qui arrivent à un moment donné dans l'année, les assurances, effectivement, les échéances mensuelles d'assurance, les réparations, s'il y a effectivement des réparations qui ne sont pas programmées, d'accord, les dépenses liées aux entrées, liées aux enfants, notamment tout ce qui est les activités extrascolaires qui arrivent potentiellement en début d'année scolaire, au mois de septembre-octobre. Donc, ça fait effectivement des dépenses importantes. Vous avez les frais de scolarité, la rentrée scolaire. Alors, si vous êtes dans un établissement, si vos enfants sont en établissement public, bon, il y a les cartables, vous avez tous les cahiers et les stylos. Si vous êtes dans des établissements, vos enfants sont dans des établissements privés, bien évidemment, il y a des dépenses liées à l'établissement, les dépenses, les frais d'intégration aux établissements privés. Estimer, bien évidemment, faire une estimation du montant annuel. Alors, en termes effectivement de charges potentielles qui ne peuvent pas être évaluées, alors moi, je vous invite effectivement à prévoir une augmentation potentielle probable en utilisant un taux d'inflation moyenne de 2 à 5%. Sont les postes de dépenses, puisque vous savez que tout augmente d'une année sur l'autre, et notamment tout ce qui est les assurances multirisque habitation, assurance automobile. Donc, pensez effectivement à indexer le coût d'assurance selon un taux d'inflation de 2 à 5%. En tout cas, c'est ce qu'on préconise, c'est ce que je préconise. Créez bien évidemment un fonds dédié, mettez de l'argent, mettez un peu d'argent en épargne, notamment l'épargne de précaution, si vous êtes amené à faire face à des dépenses non prévisibles, entretien de la voiture, réparation d'une chaudière, du mobilier à acheter, d'accord? Pensez à ouvrir des comptes d'épargne réglementés type livret A, déterminer un montant et y transférer mensuellement. On verra effectivement les différentes approches de comment déterminer un montant à placer en épargne. D'accord? Là, je vous donne effectivement un exemple. Si vos dépenses mensuelles, annuelles s'élèvent à 2 400 €, pensez à mettre 200 € chaque mois, appliquer un coefficient d'anticipation de 5 à 10% sur certaines dépenses pour éviter les mauvaises surprises. Construire une stratégie d'épargne, privilégier, comme je vous le disais au début de la présentation, des versements automatiques, négocier régulièrement vos contrats, assurance, abonnement, et utiliser tous les dispositifs d'allègement fiscaux, bien évidemment, si vous répondez aux critères et si vous êtes éligible. D'accord? Prioriser, lisser les dépenses. C'est important de pouvoir effectivement poser l'ensemble des dépenses, notamment au travers d'un outil de gestion budgétaire. Donc, construire un budget, c'est important. Le suivre, c'est essentiel. D'accord? Donc, prioriser, lisser les dépenses, anticiper les périodes de fortes dépenses, la rentrée scolaire, la fin d'année, notamment les régules d'impôts qui arrivent en septembre-octobre. Donc, il faut faire attention.
en commençant à anticiper. Donc, il faut anticiper et penser à épargner quelques mois plus tôt. Mettre en place une épargne de précaution au-delà d'une épargne projet, se construire une réserve de sécurité. Alors, ce que je préconise, c'est entre 3 et 6 mois des dépenses courantes. D'accord? N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de précision. Entre 3 et 6 mois de dépenses courantes. Comment calculer son budget loisir, plaisir maximum? Eh bien, je vais vous apporter plusieurs approches. On a une méthode qui est la méthode Plénitude Finance. Alors, on va d'abord déterminer ce qu'on appelle une marge de liberté budgétaire, MLB. On va partir des revenus courants, hors exceptionnels. Ça peut être les primes, ça peut être effectivement les ventes que vous pouvez faire sur les plateformes Internet. Et on va enlever toutes les charges contraintes, les charges fixes, plus les charges effectivement, les charges contraintes, les charges variables. D'accord? Nous, ce qu'on pourrait connaître chez Plénitude Finance, c'est d'avoir une marge de liberté budgétaire inférieure à 80%, hein, plutôt 78%. D'accord? Il faut également, de cette marge de liberté budgétaire, pouvoir mettre en épargne en fonction, effectivement, bien évidemment, de vos revenus et en fonction de vos perspectives de projet, entre 10 à 30% en épargne, que ce soit en épargne de précaution ou en épargne projet. Alors, pour cela, on a un outil de gestion budgétaire. Alors, comment effectivement se construit un budget? On va partir d'une base zéro en partant de 3 mois d'exercice, d'accord, antérieur, et on va repérer pour cela les dates de versement de revenus récurrents, notamment le salaire. On va établir le budget. Si votre salaire tombe le 28 de chaque mois ou le 30 de chaque mois, on va pouvoir effectivement établir un budget ensemble jusqu'à 10 jours, jusqu'à 8 jours même, je devrais dire, après le versement du salaire. Au-delà, ça n'a aucun intérêt. Et ensuite, avec vous, on va pouvoir vous accompagner, faire des points de contrôle, hein, de manière effectivement à vérifier que vous êtes en ligne par rapport au budget que vous aviez construit. D'accord? Vous avez une autre approche que vous trouverez d'ailleurs sur Internet, qui est la méthode des 50-30-20. D'accord? Elle recommande de répartir vos revenus nets de la manière suivante. 50% vos charges fixes et vos charges effectivement contraintes, 30% en loisirs et plaisirs, et vous avez 20% en épargne. D'accord? Ça, c'est une autre approche qui est l'approche des 50-30-20. Le calcul, la démarche qui est une démarche pas à pas, calculez vos revenus nets mensuels. En prenant l'exemple de 2 800 €, vous avez le salaire plus des revenus secondaires, ça peut être des revenus d'indépendants, moins les prélèvements obligatoires. Hein, ça peut être effectivement l'impôt sur le revenu qui est prélevé à la source. Déterminez bien évidemment l'ensemble de vos charges fixes et variables, tout ce qui est loyer, l'assurance, l'alimentation, les factures qui peuvent tomber chaque mois. Évaluez votre épargne et vos objectifs financiers. D'accord? Fixez un montant à épargner. C'est vous qui déterminez finalement le montant que vous souhaitez mettre en épargne et le reste, effectivement, peut être consommé dans vos dépenses, effectivement, plaisir, loisirs. D'accord? Puis, nous avions la question d'Aline. Aline qui n'est pas avec nous d'ailleurs. Si? Elle n'est pas présente. Se faire aider est essentiel face à ce bouleversement. Cela peut avoir un coût. Comment s'en sortir avec des charges augmentées? Alors, effectivement, face à un divorce, la situation financière peut rapidement devenir complexe, notamment avec l'augmentation des charges liées aux frais juridiques, au nouveau logement et à la réorganisation du quotidien. Il y a un véritable changement, il y a des bouleversements dans les habitudes, effectivement, de consommation et vous avez de nouvelles dépenses qui impactent le budget, qui peuvent impacter le budget. Alors voici quelques stratégies à mettre en place. C'est d'avoir effectivement, être clair par rapport à votre situation financière, de faire une évaluation, donc lister l'ensemble de vos ressources et de vos charges actuelles et futures, prioriser et ajuster son budget. Il va falloir effectivement, ce que je veux dire, faire à un moment ou à un autre des arbitrages dans le choix de vos dépenses. Donc, appliquer la règle Plénitude Finance
En tout cas, c'est celle que je vous préconise, et supprimer et réduire les abonnements qui sont non indispensables. Ça vient effectivement dans l'évaluation de votre situation financière. Recherchez les aides possibles. Alors, vous avez le crédit d'impôt, vous avez effectivement les aides de la CAF, vous avez les aides spécifiques, effectivement, liées au versement, au non-versement de la pension alimentaire. Donc, la CAF peut venir effectivement vous aider en ce sens. Hein, je crois que elle peut intervenir jusqu'à 2 mois de versement. Et ensuite, effectivement, on peut solliciter bien évidemment le juge pour qu'il y ait un prélèvement, je devrais dire un prélèvement à la source sur l'ex-conjoint qui ne verse plus la pension alimentaire. Également, vous pouvez vous faire accompagner et aider par les associations et les mairies qui proposent des consultations juridiques gratuites et un accompagnement psychologique. D'accord ? Négocier, étaler les paiements, discuter d'un échelonnement avec les professionnels. Vous avez les médiateurs, les avocats. Réévaluer les mensualités de crédit dès lors que vous êtes effectivement amené à poursuivre le paiement des échéances crédit. Vous pouvez retravailler sur les mensualités compte tenu de votre situation familiale en contactant bien évidemment son conseiller bancaire. Il y avait une autre question, quand prendre la décision de déménager. Alors, je ne vais pas aborder toutes les questions. Est-ce que vous avez est-ce que vous souhaitez intervenir d'ailleurs? Est-ce que vous pouvez souhaiter nous partager également votre expérience? Je veux bien, si j'ai le temps, juste vous dire un mot par rapport à l'aide au recouvrement des impayés de pension alimentaire. C'est Oui. un service spécifique de la CAF Oui. que vous pouvez saisir sans forcément passer par le juge aux affaires familiales. Dans les aides dont on peut bénéficier, il faut savoir qu'à la CAF, maintenant, il y a aussi des prestataires dédiés qui peuvent accompagner vraiment toutes ces démarches-là et faire le point sur tout ce à quoi on a droit quand on se sépare et où on peut aller chercher l'information. Et notamment cette aide au recouvrement des impayés de pension alimentaire, c'est pas forcément qu'ils vont aller chercher à la source, c'est qu'en fait c'est plus le problème du prestataire, c'est-à-dire que si je prends mon cas, moi je suis uniquement payée par la CAF et c'est eux qui s'occupent, je ne sais pas s'ils le font ou s'ils ne le font pas, mais ça m'est égal, c'est eux qui s'occupent de voir si la pension alimentaire est versée ou pas. Et c'est à eux qu'elle est versée, pas à moi. Donc ça, c'est quand même un outil. Et autre chose que vous n'avez pas nommé, c'est les centres d'information droits des femmes et des familles, CIDFF, qui existent Oui. dans toutes les Oui. grandes villes. Et c'est Oui. aussi un outil très intéressant. Là aussi, on peut trouver des psychologues, des comment dire, assistants sociaux et des assistants juridiques. Donc, c'est bien de savoir aussi qu'il y a ça comme outil pour pouvoir être accompagné gratuitement et trouver des moyens d'augmenter ses ressources si on y a droit. Exactement, exactement. Effectivement, je n'ai pas tout dit, puisque le sujet est relativement dense et les aides sont très importantes. Voilà, vous avez, vous l'avez bien rappelé, des associations, le CIDFF qui est présenté également à Lyon, puisque j'habite Lyon. Et donc, vous avez beaucoup de solutions. Vous n'êtes pas seul, vous pouvez être accompagné. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, puisque je vois l'heure tourner? Je vais du coup arrêter mon partage. Pas d'autres interventions? Ce que je vous propose, il est 13h02. 2 minutes passées. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Cette masterclass, bien évidemment, vous sera partagée. Je vous enverrai le support. Je crois que c'est prévu, Cédric. Oui, la vidéo. On envoie du support. Dès qu'on aura la vidéo, on la mettra en ligne et vous la partagerez. Eh bien, très bien. Je vous remercie en tout cas de votre participation. J'espère
avoir abordé l'essentiel. Je sais que le sujet est assez complexe. Une heure de masterclass ne suffirait pas à faire le tour de la problématique, effectivement, de la séparation et divorce. Mais vous avez énormément de ressources également sur Internet et vous avez des professionnels qui peuvent vous accompagner. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Salas. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.